Gucci est l'une des marques de mode les plus célèbres au monde, avec une valeur estimée à plus de 23 milliards de dollars. Cependant, son ascension fulgurante a tourné au désastre et a dévasté ses propriétaires. Malgré l'immense succès de l'entreprise, la famille Gucci a été empêtrée dans un cycle de conflits, menant à la plus grande querelle familiale concernant le rachat de l'entreprise, qui s'est soldé par le meurtre de l'homme à l'origine du succès mondial de Gucci. Salutations, mes amis, je tiens à vous remercier pour chaque like et commentaire. Merci. L'histoire de Gucci, mon ami, commence avec son fondateur, Guccio Gucci, né à Florence, en Italie. À l'origine, Gucci vendait des chapeaux de paille dans la boutique de son père. La chapellerie ne générait aucun chiffre d'affaires, ce qui a finalement conduit à sa fermeture. À 18 ans, Guccio décide de s'installer à Londres pour chercher un nouvel emploi. Il trouve un emploi au Royal Sovereign Hotel. Guccio remarqua bientôt que presque tout le monde à l'hôtel portait des articles de maroquinerie. À l'époque, ces produits étaient considérés comme très chers et réservés aux riches. Ceux qui achetaient ces objets coûteux ne les achetaient pas pour leur propre usage, mais plutôt pour afficher leur richesse. Mais Guccio détestait son travail à l'hôtel et décida de le quitter pour travailler pour une compagnie ferroviaire appelée Wagnlitz. Le cœur de sa nouvelle activité consistait à aider les voyageurs à porter leurs bagages. Il remarqua, pour la deuxième fois, combien de voyageurs utilisaient des bagages de luxe. Guccio réalisa que de nombreuses personnes dépensaient des milliers de dollars en articles de maroquinerie de luxe. Il pensa qu'en ouvrant une maroquinerie, il serait heureux de faire fortune. Mais pour se lancer dans le monde de la maroquinerie, il savait qu'il lui faudrait des années d'expérience et un capital important pour se lancer. Et c'est là que se présenta l'opportunité de sa vie. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il réussit à décrocher un emploi dans une maroquinerie. Après 20 ans de travail acharné et d'économie, Guccio décida d'ouvrir sa propre boutique. En 1921, à l'âge de 40 ans, il ouvrit une petite boutique à Florence. Ce fut le début de l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Gucci. Initialement, la plupart des produits de la boutique étaient importés de Londres. Mais Gucci comprit que la plupart de ses clients recherchaient quelque chose d'unique. Ils préféraient des produits fabriqués à la main spécialement pour eux. Gucci commença ainsi à se renseigner sur les modèles préférés des riches. Mais le premier problème auquel il fut confronté fut la difficulté à trouver sur le marché les modèles les plus demandés et plébiscités par les riches. Il décida d'ouvrir un atelier privé pour créer ces modèles. Il embaucha même de nouveaux employés pour accélérer le processus de production. Cependant, toute cette expansion entraîna une accumulation de dettes massives, à tel point que les banques commencèrent à refuser tout nouveau prêt à Gucci. La solution au problème de trésorerie de la boutique vint d'une source inattendue, le mari de la fille de Gucci. Il décida d'adopter un singe portant son nom pour soutenir la boutique. En effet, grâce à ce singe, l'activité de Gucci a pu perdurer et la boutique a réalisé des bénéfices appréciables. Au fil des ans, Gucci a commencé à compter sur ses 3 fils, Aldor, Lil Fu et Vasco, pour reprendre la direction de la boutique. Ce trio espiègle se distinguait de leur père par ses grandes ambitions, contrairement à ce dernier qui se contentait d'une petite boutique. Ils ont d'ailleurs réussi à convaincre ce dernier d'ouvrir une deuxième boutique à Rome. Bien que Gucci ait initialement rejeté l'idée, ses fils ont insisté. Imaginez que leur insistance a été l'une des principales raisons de l'expansion mondiale de la marque. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la boutique Gucci de Rome a enregistré des ventes phénoménales. Cela s'explique par le fait que les soldats ont commencé à acheter des cadeaux pour leurs épouses et leurs familles après la guerre. Les articles de maroquinerie étaient les cadeaux les plus recherchés à l'époque. En 1950, Gucci a réalisé des bénéfices importants, ce qui a conduit à l'ouverture d'une 3e boutique à Milan. En 1953, le trio espiègle décide de se rendre à New York pour trouver un emplacement pour leur première boutique américaine. Malgré le succès des fils Gucci, 2 semaines après l'ouverture de leur première boutique new-yorkaise, leur père décède d'une crise cardiaque. Gucci lègue l'entreprise à ses 3 fils. Imaginez qu'il ne laisse rien à sa fille Grimalda, dont le mari contracte un emprunt pour sauver Gucci de la faillite. Après que Grimalda ait intenté un procès contre ses frères et perdu, la malédiction familiale Gucci commence. Cependant, la marque connaît un immense succès. Il s'avère que la décision la plus judicieuse des fils Gucci est de pénétrer le marché américain. Gucci, mon ami, est la première marque de luxe italienne à être vendue aux États-Unis. Marque de luxe italienne vendue aux États-Unis, elle acquiert une immense popularité, notamment auprès des célébrités hollywoodiennes, ce qui incite les gens à acheter des produits Gucci pour ressembler à leurs célébrités préférées. Le succès de Gucci perdure jusqu'en 1974, année où Vasco décède et laisse toutes ses actions à sa femme. Les frères décidèrent alors d'acheter les actions de Vasco à sa femme, et Aldo et Rodolfo possédèrent chacun 50% de Gucci. Après le décès de Vasco, Gucci continua de se développer rapidement. Les frères Gucci prirent alors une décision audacieuse en ouvrant leur première boutique à Hong Kong, une initiative risquée compte tenu du caractère inédit du marché asiatique pour les marques de luxe.
Contre toute attente, ce pari fut couronné de succès, et l'entreprise entama une expansion fulgurante. En 1975, une nouvelle ligne de parfums Gucci vit le jour, marquant le début d'une diversification ambitieuse. Sacs à main, chaussures, ceintures, portefeuilles et même vêtements faisaient désormais partie de l'offre de la marque, devenue un acteur global. Jusqu'à cette période, Gucci restait fermement ancré comme une entreprise familiale privée. Cependant, la vie de famille était loin d'être harmonieuse. Aldo Gucci, qui avait repris le flambeau avec son frère Rodolfo après la fondation de la marque par leur père, faisait face à des défis internes croissants. Père de 3 fils nommés Giorgio, Roberto et Paolo, il répartit équitablement ses parts d'entreprise entre eux. Pendant ce temps, Rodolfo conservait jalousement les 50% qu'il possédait, refusant de transmettre ses actions à son fils unique, Maurizio. Cette divergence dans leur gestion familiale allait engendrer des tensions destructrices. Les conflits s'aggravèrent significativement avec la 3e génération. Les cousins s'affrontaient sans relâche pour obtenir le contrôle de l'entreprise, un combat qui accentuait l'inquiétude des fondateurs Aldo et Rodolfo, préoccupés par la continuité de leur héritage. La rivalité familiale atteignit son apogée en 1972, lorsque Maurizio épousa Patrizia Reggiani, une femme réputée pour son appétit insatiable pour les richesses. Ce mariage fut largement motivé par l'intérêt de Patrizia pour la fortune Gucci. Extrêmement ambitieuse et manipulatrice, elle réussit à influencer Maurizio afin qu'il s'impose à la tête de l'entreprise. Patrizia se positionna comme un pilier du prétendu succès de Gucci et adopta un style de vie extravagant axé sur les marques luxueuses et les soirées mondaines. Son comportement dominateur sema la discorde au cœur de la famille, exacerbant les tensions déjà existantes. Rodolfo, quant à lui, désapprouva fermement cette union et qualifia Patrizia d'opportuniste uniquement dirigée par l'intérêt matériel. Malgré les mises en garde de son père, Maurizio céda à ses sentiments et épousa Patrizia. Mais après avoir eu 2 filles avec elle, Maurizio commença à regretter amèrement cette décision. Entre ressentiment familial et désillusion personnelle, les rapports avec son père restèrent conflictuels jusqu'à la mort de ce dernier. À la disparition de Rodolfo, un tournant crucial se dessina pour Maurizio. Il hérita de l'intégralité des parts détenues par son père, consolidant sa position au sein de Gucci et déclenchant une confrontation directe avec ses cousins sur la gestion future du groupe. À mesure que les querelles internes s'intensifièrent, il devint clair que les déchirements familiaux mettaient en péril non seulement leurs relations personnelles, mais aussi l'avenir de l'entreprise emblématique. Chacun d'eux cherchait à contrôler l'entreprise, ce qui marqua le début de la fin de la gestion de la famille Gucci. Bien sûr, l'un des problèmes de la famille Gucci était que l'entreprise avait autorisé de grands magasins à vendre des produits Gucci. Bien que cela ait généré des profits importants, Maurizio estimait que cette décision dévaloriserait la marque, car ces magasins ne réservaient plus Gucci aux riches et célèbres. Pour comble de malheur, des magasins populaires commencèrent à vendre des contrefaçons Gucci dans le monde entier. Maurizio entreprit alors de planifier le retour de la marque à ce qu'elle était, une marque réservée aux riches et célèbres. Il révoqua les licences des grands magasins, ce qui coûta à Gucci plus de 100 millions de dollars. Si cette idée peut paraître absurde au premier abord, imaginez que cette décision fut l'une des raisons du succès durable de Gucci, et que Gucci redevint une marque exclusive pour les riches. Au même moment, Paolo, le cousin de Rizzo, commençait à affirmer que son père avait commis une erreur dans la répartition de l'héritage et n'avait pas transmis le contrôle de l'entreprise. Il tentait de convaincre tout le monde qu'il devait devenir le créateur en chef de Gucci. Mais imaginez que cette puissante famille, malgré tous ses problèmes, ne parvienne à se mettre d'accord sur rien. Ils s'accordèrent d'abord sur le fait que les créations de Paolo étaient laides et que personne ne se souciait de ses goûts. Mais Paolo réalisa que tout le monde était contre lui et que personne ne se souciait de ses ambitions. Imaginez qu'il dénonce son père de 81 ans pour fraude fiscale, ce qui lui valut 366 jours de prison. Quel serait le sort d'une famille qui a connu des parents désobéissants? Après l'incarcération de son père, Paolo tenta de lancer sa propre marque, Paolo Gucci. Bien que toute la famille ait tenté de l'en empêcher, craignant qu'il ne ternisse l'image de Gucci avec ses créations absurdes, Paolo a intenté un procès contre Gucci qui lui a coûté 8 millions de dollars pour le droit d'utiliser le nom de famille sur une nouvelle marque. Malheureusement pour Paolo, les créations ont été un échec total et n'ont pas généré suffisamment de profits, accumulant même des dettes. Malgré son comportement autodestructeur, Gucci a dépensé des millions pour acheter les droits sur le design de Paolo Gucci et les dissimuler complètement, craignant tout impact négatif sur la marque. La fille de Paolo a même déclaré que la principale raison de l'échec de son père était son design laid. Bien sûr, les problèmes de la famille Gucci ont fait la une des journaux du monde entier. Il ne se passait pas un mois sans que l'on entende parler du procès de cette famille maudite et des graves problèmes entre ses membres. Mais Maurizio a décidé de mettre fin à tous ces problèmes. Il s'est mis à la recherche d'investisseurs pour gérer seul l'entreprise et en prendre le contrôle total. Il a finalement trouvé une société appelée Investcorp, qui a accepté d'en racheter les actions. Investcorp, mon ami, était considéré comme un géant de l'investissement.
C'est également grâce à lui que la bijouterie Tiffany & Co. a connu le succès. À l'époque, Paolo était le membre le plus malchanceux de la famille. Il imaginait détenir 3,3% des actions de Gucci. En 1988, Paolo vendit ses parts à Investcorp pour 40 millions de dollars. Malheureusement, Paolo perdit tout son pouvoir car, en 1993, il déclara faillite. Imaginez, ses dettes dépassaient les 90 millions de dollars. Au fil du temps, Maurizio parvint à convaincre le reste de la famille Gucci de vendre ses parts à Investcorp. L'entreprise détenait ainsi 50% de Gucci. Cependant, Maurizio laissa l'entreprise diriger l'entreprise et prendre toutes les décisions importantes. En 1989, il nomma Don Melo vice-président exécutif et designer en chef de Gucci. Melo partageait la même idée que Maurizio, rendre la marque plus exclusive. Imaginez qu'elle ait réussi à convaincre Maurizio de réduire le nombre de boutiques de 1000 à 180. Parallèlement, le nombre de pièces Gucci vendues est passé de 22 000 à 7 000. Melo est également reconnu pour avoir remis au goût du jour des modèles classiques comme les sacs en bambou et les mocassins Gucci. Et Maurizio a commencé à élaborer un nouveau plan pour Gucci. Après avoir été soulagé des problèmes de sa famille et de leur disparition, il a commencé à le mettre en œuvre sans interruption. Le premier de ses plans était d'ouvrir une immense boutique à Milan et de remplacer tous les produits par de nouveaux. Cela a entraîné un endettement important pour l'entreprise. Cependant, l'obsession de Maurizio de rendre Gucci exclusivement réservé aux riches a pris le dessus. Il a abandonné la ligne d'accessoires Gucci, ce qui a suscité une controverse au sein de l'entreprise. Ces accessoires étaient l'un des produits les plus rentables de l'entreprise. Maurizio a supposé que la raison de l'abandon des accessoires Gucci était que les gens ordinaires et les plus démunis pouvaient se les offrir, dans une certaine mesure. Contrairement aux vêtements, chaussures et sacs à main, quasiment inabordables pour le commun des mortels, l'obsession de Maurizio de rendre les produits Gucci inaccessibles aux plus démunis et au commun des mortels a pris de l'ampleur. Ses partenaires de l'entreprise ont commencé à présenter ses idées pour la première fois, notamment après qu'il a annoncé son intention de modifier le logo de l'entreprise. Ce fut, bien sûr, un désastre, car ce logo avait défini Gucci dès ses débuts. Il est responsable de 70% des ventes. La situation s'est aggravée car, suite aux récentes décisions de Maurizio, Gucci perdait 30 millions de dollars par an. Pour la première fois de son histoire, l'entreprise a commencé à rencontrer des difficultés pour payer ses employés et s'est retrouvée au bord de la faillite. L'une des raisons des échecs de Maurizio provenait de sa femme, Patrizia, que nous avons mentionnée plus haut. Maurizio commença à comprendre pourquoi son père l'avait mis en garde contre elle. Elle commença à lui pourrir la vie. Il s'irrita de ses exigences constantes pour qu'il rédige son testament de son vivant. Cela lui fit regretter la montre qu'il avait épousée. Il commença à détester Gucci à cause d'elle. Bien sûr, la direction d'Investcorp n'était pas ravie de toutes ces pertes. Ils organisèrent une réunion avec Maurizio pour les convaincre de nommer un nouveau président pour Gucci. Maurizio rejeta catégoriquement l'idée, essayant de les convaincre que toutes ces décisions prendraient du temps à porter leurs fruits. Investcorp rejeta toutes ces suggestions et, en 1993, ils rachetèrent la totalité de sa participation dans l'entreprise pour 150 millions de dollars. Imaginez qu'après le départ de Maurizio de la direction de Gucci, l'entreprise renoue avec des profits astronomiques, malgré ces décisions que tout le monde pensait vouées à la ruine. Si certaines décisions de Maurizio étaient susceptibles de causer de graves problèmes à l'entreprise, c'est grâce à lui que Gucci est redevenu une marque de luxe et a vendu ses produits à des prix exorbitants. Mais pour Maurizio, il était trop tard. Pour la première fois dans l'histoire de Gucci, l'entreprise était libérée de la famille qu'il avait créée. Malheureusement pour Maurizio, la malédiction de la famille Gucci ne l'a pas laissé tranquille et a causé sa mort après des années de troubles. Maurizio s'est finalement séparé de sa femme, Patrizia, et en 1994, ils ont officiellement divorcé. Imaginez, selon les meilleurs amis de Patrizia, que Patrizia a été plus attristée par la rupture de sa relation avec Gucci que par la perte de son mari. Elle était si bouleversée par le divorce qu'elle a continué à traquer Maurizio et à lui adresser des menaces de mort. Bien que Maurizio ait tenté de renouer avec la créatrice de mode Paola Franchi, Patrizia a tout fait pour l'en empêcher. Elle savait que si Maurizio épousait Paola, elle serait heureuse de la remplacer, et que tout l'argent de Maurizio irait à Paola et à ses enfants. Mais en 1995, alors que Maurizio se rendait à son bureau, un homme armé est apparu et lui a tiré dessus à 3 reprises, entraînant sa mort immédiate. Après une enquête policière approfondie sur tous les suspects, la police a déclaré qu'il était difficile d'identifier le meurtrier en raison des antécédents difficiles de la famille Gucci, comme nous l'avons mentionné, et des nombreux ennemis de Maurizio. Pendant 2 ans, l'affaire est tombée dans l'oubli et était sur le point d'être classée. Mais un jour, la police a reçu un appel anonyme qui lui a annoncé que l'auteur du crime était Patrizia. Il a été révélé que Patrizia errait effectivement dans la ville, demandant à tous ceux qu'elle connaissait comment elle pourrait tuer son mari sans le tuer lui-même. Les preuves contre Patrizia étaient qu'elle avait fait part à son avocat de son intention de tuer son mari et, avec l'aide d'un de ses amis, avait pu engager un tueur à gages pour mener l'opération.
Imaginez, lors de son transfert au tribunal, elle a insisté pour porter ses plus belles tenues Gucci à cause des paparazzis qui rôdaient devant le tribunal. Elle a été condamnée à 29 ans de prison et le tueur à gages à la réclusion criminelle à perpétuité. Bien sûr, Patricia n'a pas purgé la totalité de sa peine et a été libérée au bout de 18 ans. Elle aurait pu être libérée bien plus tôt si elle avait accepté un programme de bénévolat en prison. Mais imaginez qu'elle ait refusé le programme et déclaré n'avoir jamais travaillé en dehors de la prison et ne pas être prête à y travailler. Rodolfo nourrissait une vision ambitieuse pour l'humanité. Après l'assassinat de Maurizio Gucci, la maison Gucci a amorcé une nouvelle ère, marquée notamment par la nomination du célèbre designer Tom Ford, qui a joué un rôle central en réintroduisant le logo classique de Gucci et en concevant des modèles destinés à une clientèle plus jeune. Sous la direction du nouveau PDG, Domenico De Sole, la marque a entamé une série de succès éclatants. Imaginez qu'en l'espace d'une seule année, les ventes de Gucci aient doublé, passant de 263 millions de dollars à 500 millions. Suite à la fin de la gestion familiale et au contrôle intégral pris par des investisseurs extérieurs, l'entreprise a connu une remontée spectaculaire. Investcorp a alors lancé une introduction en bourse pour Gucci, qui s'est révélée triomphale, générant pas moins de 2 milliards de dollars de bénéfices. Toutefois, en 1997, le marché du luxe au Japon a été frappé par une crise économique majeure, entraînant une chute significative du cours des actions Gucci. Bien que cette situation ait été perçue comme un revers majeur pour l'entreprise, elle a ouvert une opportunité stratégique pour le géant LVMH, qui a commencé à racheter des actions Gucci à prix réduit. Peu après que Bernard Arnault, PDG de LVMH, eut déclaré qu'il était temps d'acquérir Gucci, la direction de cette dernière a montré des signes de déstabilisation. Mon ami Bernard, surnommé le « loup du Cachemire », avait déjà fait ses preuves avec ses nombreuses acquisitions dans l'univers des marques de luxe. J'y ai même consacré un épisode sur la chaîne Louis Vuitton que vous pourrez découvrir après cette vidéo. Face aux déclarations d'Arnault, le PDG de Gucci a décidé de chercher de nouveaux partenaires investisseurs pour permettre à l'entreprise d'acquérir d'autres marques afin de rivaliser avec l'empire LVMH. Aujourd'hui, le groupe Gucci, désormais connu sous le nom de Kering, possède un portefeuille impressionnant de marques prestigieuses, telles que Balenciaga et Alexander McQueen, qui, bien que moins connues du grand public, sont considérées comme parmi les plus luxueuses de notre époque. En définitive, le duo emblématique qui a marqué l'histoire moderne de Gucci a quitté l'entreprise en 2004. Depuis lors, Gucci continue de régner en tant qu'empire du luxe mondialement reconnu. Avec le retour en force de ses lignes d'accessoires, la maison a cherché à rendre certains de ses produits plus accessibles tout en maintenant des prix élevés pour ses articles phares, conservant ainsi leur exclusivité et attirant une clientèle aisée fascinée par l'ostentation raffinée. À la fin de la vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous aimer et abonner à la chaîne.